Bienvenue sur Cardio Online. Nous sommes au JESFC 2022. Je suis Emmanuelle Berthelot, cardiologue spécialisée dans l'insuffisance cardiaque et j'ai le plaisir de discuter et d'interviewer aujourd'hui Olivier Lérez. Donc bonjour Olivier. Bonjour Emmanuelle. Je voudrais savoir quelle est la valeur de l'IRM dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée en 2022. Alors je pense que l'IRM elle a deux positions pour le diagnostic d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée par lui-même au travers l'analyse de la morphologie et de la fonction, morphologie du ventricule gauche, du ventricule droit et de l'oreillette gauche. Mais je pense que la plus-value elle n'est pas tellement là, elle est plutôt dans le diagnostic étiologique à travers notamment le stress, la perfusion qui va permettre de dédouaner une coronaropathie ou en tout cas une ischémie myocardique au sens large et surtout le rehaussement tardif et le volume extracellulaire qui vont permettre de faire un diagnostic étiologique. Alors, on a beaucoup de patients qui présentent une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Est-ce que cette IRM, tu vas la réserver pour certains patients ? Comment tu fais ton choix en pratique ? En pratique, je réserve l'IRM à toutes les insuffisances cardiaques et toutes les cardiomyopathies au sens large qui n'ont pas fait la preuve de leur étiologie. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas d'étiologie, eh bien, je pousse jusqu'à l'IRM qui va me permettre de m'orienter sur certaines étiologies et des fois l'absence d'étiologie. Et en pratique, donc dans ce diagnostic étiologique, qu'est-ce que tu vas regarder en IRM ? Quels sont les éléments que, justement, ces étiologies que tu recherches en particulier ? Alors, moi je suis particulièrement sensible à l'amylose cardiaque, mais en fait j'ai raison d'y être sensible puisque c'est 15% des insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée et on sait qu'il y a une très bonne corrélation entre les dépôts fibrillaires et la charge amyloïde et le rehaussement tardif. On va pouvoir aussi monitorer la maladie grâce à l'IRM cardiaque. Je recherche aussi potentiellement des étiologies plus rares comme la maladie de Fabry et puis on peut aussi diagnostiquer des véritables cardiomyopathies hypertrophiques sarcomériques. Est-ce que l'IRM aujourd'hui a sa place dans les recommandations de l'insuffisance cardiaque en 2021 ? Tu la situes où en fait dans l'arbre diagnostique ? C'est un élément essentiel. Je pense qu'aujourd'hui on peut plus passer de l'IRM pour explorer le myocarde. La plus-value de l'IRM, c'est sa plus-value sur l'exploration du muscle cardiaque. Et à partir du moment où l'insuffisance cardiaque est une pathologie du muscle, eh bien on va nécessiter de recourir à l'IRM. Du coup, est-ce qu'on peut tirer aussi des éléments pronostiques sur les résultats de l'IRM ? Oui, tout à fait. Tu as raison d'en parler. C'est un élément essentiel, ne serait-ce que parce que dès qu'on a du rehaussement tardif, on a un pronostic qui est altéré sur le plan rythmique, mais également sur le plan de l'insuffisance cardiaque. Et également sur le volume extracellulaire, on sait qu'on a une bonne corrélation entre le volume extracellulaire qui reflète finalement la charge fibrotique de ce myocarde et le pronostic des patients. Plus on a de fibrose, plus on a d'événements cardiovasculaires. Donc on voit bien la place importante à la fois dans le diagnostic et dans le pronostic de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et notamment pour rechercher une amylose qui est assez fréquente finalement chez nos patients. Tout à fait. Pour mieux les prendre en charge et leur proposer un traitement adapté. Exactement. Je pense qu'on pourrait plus passer de l'IRM cardiaque aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour cette interview merci à toi. Puis merci de votre attention.